Alors bonjour à tous, ici dans cette vidéo-ci, nous allons faire le corrigé ensemble du petit quiz que vous avez fait vendredi de la semaine dernière sur Socrative, un petit quiz qui était sur la deuxième partie du chapitre 5, donc loi d'Ohm, électromagnétisme et puissance et énergie électrique. Alors, question numéro 1. Quel énoncé est faux à propos du courant alternatif? Il est produit par une génératrice. Comme une centrale électrique. Ça, c'est vrai. Donc, ça ici, c'est pas notre réponse. Il s'agit d'une oscillation des électrons, un va-et-vient. Donc, les électrons vont à droite, vont à gauche, vont à droite, vont à gauche. Ça, c'est vrai aussi. Il se déplace dans un seul sens. Ça, si vous vous souvenez bien, ça fait référence au courant conventionnel et non pas au courant alternatif. Donc, le C serait faux. Et on va juste vérifier le D pour être certain. On le trouve dans nos maisons, les prises électriques. Ça aussi, c'est faux. Les prises électriques nous envoient du courant alternatif. Donc, la réponse au numéro 1, c'était la lettre C. Il se déplace dans un seul sens parce que ça fait référence au courant conventionnel. Question numéro 2. Donc, vous aviez 3 appareils électriques qui avaient chacun une puissance particulière et Justine utilisait ces appareils-là pour un temps d'utilisation bien précis aussi. Et la question, c'était lequel présente, parmi les choix suivants, lequel présente les 3 appareils utilisés placés en ordre par rapport à la quantité d'énergie consommée de la plus grande à la plus petite. Donc, on veut l'ordre décroissant de l'énergie électrique consommée par chacun des appareils, donc du plus grand au plus petit. Pour répondre à la question, on a besoin de la formule suivante. P est égal à E sur delta T. Ici, on a la puissance de chacun des appareils et on a leur temps d'utilisation. Ce qu'on cherche, c'est l'énergie. Donc, je vais manipuler ma formule pour obtenir l'énergie. Donc, la puissance fois le delta T va me donner l'énergie électrique consommée. Ici, si on regarde nos unités, donc tous les temps d'utilisation sont placés en secondes, ça va. Et la puissance, ben, le sèche-cheveux, c'est en kilowatts, la cafetière, c'est en kilowatts et le mini-four, c'est en watts. Donc, évidemment, il faut qu'on ait les mêmes unités de puissance pour les 3 appareils si on veut être capable de pouvoir comparer l'énergie électrique qu'ils ont consommée. Donc, je vais tout mettre en watts. Pour mettre des kilowatts en watts, je fais juste faire fois 1000. Fait que ça va me donner 1800 watts pour le 1 et 1500 watts pour le 2. Et ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est multiplier la puissance de chacun par le temps d'utilisation et ça va me donner la quantité d'énergie électrique qu'ils ont consommée. Donc, 1800 fois 120, ça va vous donner 216 000 joules d'énergie électrique consommée. 1100 fois 190, ça va vous donner 900 000 joules d'énergie consommée. Et finalement, 1500 fois 130, ça va vous donner 195 000 joules d'énergie consommée. Et là, on veut les placer en ordre décroissant, donc du plus grand au plus petit. Et si on regarde les chiffres qu'on a obtenus, ben ça va être le sèche-cheveux en premier, ensuite le mini-four et ensuite la cafetière. Donc 1, 2, 3, la réponse c'était A pour le numéro 2. Question 3. Vous aviez 2 aimants placés l'un face à l'autre et vous aviez des boussoles aussi qui étaient installées aux extrémités des aimants. Et on vous demandait quel énoncé décrivait le mieux l'interaction entre ces 2 aimants-là. Donc, pour être capable de déterminer l'interaction, il faut qu'on sache est-ce que ce sont leurs pôles nord qui se font face, est-ce que ce sont leurs pôles sud ou bien c'est des pôles différents qui se font face. Donc, il faut réussir à placer le pôle nord et le pôle sud de chaque aimant. Et pour réussir à faire ça, on va avoir besoin de la boussole. Donc, je vous rappelle que la boussole, son aiguille, c'est un aimant. Et la partie rouge de l'aiguille, c'est un pôle nord. Donc, si on commence avec l'aimant numéro 2 ici, on voit que le pôle nord de la boussole pointe vers l'extrémité droite de l'aimant. Un pôle nord magnétique va être attiré par un pôle sud magnétique. Donc, je peux dire qu'à droite de l'aimant 2 se trouve un pôle sud. Si le pôle sud est à droite, eh bien, de l'autre côté, ça va nécessairement être un pôle nord.
Je vais ensuite faire le même raisonnement, mais pour l'aimant numéro 1. Donc ici, on voit que c'est le pôle sud magnétique de l'aimant, de la boussole, pardon, qui pointe vers l'aimant 1. Donc ça veut dire qu'ici, ça va être un pôle nord, parce que sud et nord s'attirent. Et donc, à l'autre extrémité, ça va être un pôle sud. Donc ici, on est en présence non pas de répulsion, mais d'attraction entre nos deux aimants. Et là, on regarde lequel des énoncés nous aide le mieux pour expliquer cette interaction-là. Et la réponse, c'est A. Le sud de l'aimant 1 et le nord de l'aimant 2 vont s'attirer, tout simplement. Question 4. Vous avez un circuit électrique avec une pile de 10 volts, un moteur et un fusible. Le fusible, il est ici. Je vous rappelle que le rôle d'un fusible, c'est de protéger votre circuit électrique contre des surchauffes ou des courts-circuits. S'il y a trop d'énergie électrique, s'il y a trop de courant qui se promène dans votre circuit, le fusible, il va fondre et ça va créer un barrage sur le chemin du courant électrique. Le courant va juste arrêter de passer, de circuler et vos appareils électriques ne fonctionneront plus. Donc, ce qu'on vous dit dans le problème, c'est que le fusible, lui, il permet une intensité de courant maximum de 2 ampères. Fait que si on dépasse 2 ampères d'intensité de courant dans le circuit, le fusible, il fond et le courant arrête de passer. La question, c'est quelle doit être la résistance du moteur, sachant qu'il a une différence de potentiel de 10 volts, pour que le circuit fonctionne. Donc, pour qu'on ait un courant maximum de 2 ampères. Donc ici, on est dans la loi d'Ohm, URI. U est égal à R fois I. On a notre U, qui est 10 volts. On a la résistance de notre moteur qu'on cherche, et on sait que l'intensité ne doit pas dépasser 2 ampères. Donc, à partir de ces données-là, je vais aller calculer quelle va être la résistance de mon moteur. Donc, 10 est égal à 2 fois R. 5 ohms va me donner la résistance du moteur. Fait que déjà là, vous pouvez éliminer les choix A et B, puisque dans A et B, on vous parle d'une résistance de 0,2, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, on a une deuxième étape. La question, est-ce que... Bon, ça, c'est la résistance de mon moteur, mais est-ce que je peux aller en haut de 5 ohms ou est-ce que je dois descendre en bas de 5 ohms? Donc, est-ce que le moteur doit avoir une résistance inférieure à 5 ohms ou égale ou supérieure à 5 ohms? Là, vous pouvez y aller avec votre logique du fait qu'ici, on est dans une relation de proportionnalité, etc., etc. Sinon, un petit truc que je peux vous donner, c'est de remplacer les chiffres. C'est-à-dire que dans le choix de réponse C, on vous dit le moteur doit avoir une résistance inférieure à 5 ohms. Donc, faites URI en utilisant une résistance, mettons, à 4 ohms et vérifiez qu'est-ce que ça va vous donner comme intensité de courant. Donc, par exemple, je reprends URI, mon 10 volts n'a pas changé. Je vais prendre une résistance de 4 ohms et je vais regarder, ça va me donner une intensité de courant de combien? Fait que je divise par 4 de chaque côté. Ça me donne une intensité de courant de 2,5 ampères. Est-ce que mon circuit peut fonctionner avec une intensité de 2,5 ampères? Non, parce qu'on dit que le courant maximal, ça doit être de 2 ampères. Fait que si j'ai une résistance qui descend en bas de 5 ohms, ça va faire en sorte que mon courant électrique va augmenter. Ce qui n'est pas ce que je veux avoir. Donc, la réponse, ça va être D. Mon moteur doit avoir une résistance qui doit être égale ou supérieure à 5 ohms. Donc, la réponse, c'est D pour le numéro 4. Le numéro 5, on a une sécheuse qui a une tension de 240 volts, une intensité de courant de 24 ampères. Elle fonctionne pendant 30 minutes. On veut savoir c'est quoi la quantité d'énergie consommée en watts-heure par cette sécheuse. Donc, j'utilise la même formule que j'ai utilisée un petit peu plus haut. P est égal à E sur delta T, que je transforme en P fois delta T est égal à l'énergie. Ça va me permettre de trouver l'énergie. Mais pour trouver l'énergie, j'ai besoin d'avoir la puissance et mon delta T. Le delta T, on me le donne dans le problème, mais on ne me donne pas la puissance de la sécheuse. Donc, avant de pouvoir utiliser cette formule-là, j'ai un calcul supplémentaire à faire. Je vais devoir aller calculer la puissance de ma sécheuse à l'aide de la formule puis.
P est égal à U fois I. Donc, je cherche la puissance. J'ai mon U qui est de 240 volts et j'ai le I qui est de 24 ampères. Donc, je remplace les chiffres. La puissance va être égale à 240 fois 24, ce qui va me donner une puissance de 5760 watts. Une fois que ça c'est fait, là, je peux aller remplacer les chiffres dans la formule P fois delta T est égal à E. Donc, mon étape 4 ici, 5760 fois delta T. Et là, attention, les unités de l'énergie que l'on veut obtenir ici, ce sont des watts-heures. Donc, mon 30 minutes, il faut que je le mette en heures. 30 minutes, c'est une demi-heure, donc ça va être 0,5 heures comme ça ici. Donc, le calcul va être 5760 fois 0,5 est égal à l'énergie. Ça va me donner une énergie de 2880 watts-heure. Donc, la réponse au numéro 5, ça va être B, 2880 watts-heure. Numéro 6, on est dans la première règle de la main droite. Donc, vous avez un circuit électrique qui est illustré à droite ici. Et on veut savoir, dans la portion XY de votre circuit, dans quel sens est-ce que vont les lignes de champ magnétique. Donc, avant même de faire le problème, vous pouvez déjà éliminer les choix C et D, puisque, comme on l'a vu, les lignes de champ magnétique autour d'un fil électrique vont tourner et ne vont pas être comme ça ici, qui serait plutôt le dessin pour le champ magnétique d'un aimant droit. Donc, on peut déjà éliminer les choix C et D. Maintenant, il nous reste les choix A et B. Donc, vous faites la première règle de la main droite. Si je redessine le circuit de façon plus schématique, voyez-vous, ça ici, c'est la pile. Et vous avez la borne positive, la borne négative de la pile. Fait que le schéma serait comme ça ici. Vous avez après ça votre ampoule. Vous avez la portion X, Y de votre fil et ça revient vers la borne négative. Donc, je vous rappelle que la première règle de la main droite, il faut placer son pouce dans le sens du courant conventionnel. Ici, la borne ici, c'est la borne positive, ça, c'est la borne négative. Donc, le courant conventionnel circule comme ça dans mon circuit électrique. Fait que dans la portion du fil XY, il faudrait que je mette mon pouce vers la droite comme ça ici. Et je replie les doigts autour de mon fil. Ça ferait en sorte que le champ magnétique voudrait en quelque sorte sortir de la feuille, si vous voulez. Donc, la réponse serait A. Le bon schéma, c'est celui-ci, ici, pour ce qui est du champ magnétique. Question numéro 7, c'est encore une question de puissance. Donc, vous avez deux ampoules. Ampoule X qui a une puissance de 60 watts qui fonctionne durant 2000 heures. Une ampoule Y qui a une puissance de 15 watts qui, elle, va fonctionner durant 11 000 heures. On veut savoir laquelle des deux ampoules a consommé la plus grande énergie électrique et c'est quoi la valeur de cette énergie électrique-là. Si on regarde dans le problème ici, les unités utilisées dans les choix de réponse pour l'énergie électrique, ce sont des kilowattheures. Fait que ça veut dire que avant, il faut que je transforme ma puissance en kilowatts. Donc, 60 watts en kilowattheure, ça va vous donner 0,06 kW, pardon, pas en kilowattheure, mais en kilowatt. Et 15 watts en kilowatt, ça va vous donner 0,015 kW. Et là, ensuite, tout ce qui reste à faire, c'est de multiplier la puissance de chaque ampoule par le delta T en heures. Puis ça va vous donner l'énergie électrique de chaque ampoule. Donc, pour l'ampoule X, on va faire 60 fois 2000. Pas 60, excusez-moi. 0,06 fois 2000. Ce qui va vous donner 120 kWh. Et pour l'ampoule Y, on va faire 0,015 fois 11 000. Ce qui va vous donner 165 kWh. Donc, l'ampoule qui a consommé la plus grande quantité d'énergie, c'est l'ampoule Y, avec une consommation d'énergie de 165 kW. Donc, la réponse, c'est C, ici.
Question 8, c'est tout simplement une question de loi d'Ohm. Encore une fois, on a le I, on a le U, on cherche la résistance, donc on fait URI. Mon I, c'est 3 ampères. Mon U, c'est 15 volts. Je cherche la résistance, donc on fait notre calcul. 15 est égal à 3 fois R. On divise par 3 de chaque côté et ça va donner une résistance de 5 ohms. Donc, la valeur de la résistance dans ce problème-ci, c'est 5 ohms. La réponse, c'est D. Question 9, c'est une question qui ressemble un petit peu au laboratoire de la loi d'Ohm que vous avez fait. Donc, ici, on a un graphique de U en fonction de I. Donc, U en fonction de I. Je vous rappelle que lorsque vous avez un graphique de U en fonction de I, le taux de variation des droites, le A, c'est égal à la valeur de la résistance. Donc ici, on vous demandait laquelle des deux résistances, R2 ou R1, a la plus grande valeur. Puis c'est quoi la valeur de la résistance? Donc, juste en regardant le graphique, on peut déjà voir que la droite R2 a un taux de variation plus grand que la droite R1. Donc, on peut déjà éliminer les choix A et C parce que c'est R2 qui a la plus grande résistance. Et ensuite, on a juste à calculer le taux de variation. Donc, on vous a affiché des points sur le graphique. Donc, on a un point ici qui est 10, 15 et on a le point 0, 0. Donc, on va faire notre calcul qui revient à faire 10 divisé par 15. Donc, je me suis trompée, excusez-moi, qui revient à faire 15 divisé par 10. Je suis vraiment désolée. Ça va vous donner une résistance de 1,5 ohms. Et donc, la réponse va être B. Question numéro 10. Quel énoncé parmi les suivants est faux en ce qui concerne les lignes de champ magnétique? Donc, on va y aller un par un. A. Des pointes de flèches placées sur les lignes de champ vont du pôle sud au pôle nord. Ça, ce n'est pas vrai parce que ça va plutôt du pôle nord au pôle sud. Donc, celui-là, il est faux. B. Au pôle, la densité élevée des lignes indique que l'intensité du champ magnétique est forte. Ça, c'est vrai. Plus on a de lignes, plus le champ est fort. En C, le nombre de lignes qui sortent d'un pôle est égal au nombre de lignes qui entrent dans l'autre pôle. Ça aussi, c'est vrai. On ne perd pas de lignes en cours de route. Et finalement, une boussole placée à différents endroits permet de visualiser l'orientation des lignes. Ça aussi, c'est vrai. Donc, le seul énoncé qui était faux, c'était le A. Comme ça ici. Question numéro 11. Vrai ou faux, les lignes de champ magnétique autour de notre planète et nous protégeant des vents solaires sont bien dessinées dans l'image suivante. La réponse, c'est vrai. Donc, on a le pôle nord magnétique qui est en bas, le pôle sud magnétique qui est en haut. C'est pour ça que les lignes de champ vont du nord au sud. Bien évidemment, par contre, notre champ magnétique terrestre est beaucoup plus intense que juste une ligne. Donc, si on avait voulu faire le dessin de façon plus parfaite, si on veut, là, on aurait ajouté plus de lignes. Mais ce qu'on voulait vérifier dans cette question-là, c'était vraiment si vous aviez la bonne orientation des lignes de champ magnétique. Donc, c'était vrai l'énoncé ici. Question 12, on voulait vérifier si, vrai ou faux, le champ magnétique qui est orienté, qui est illustré par la flèche est dans la bonne direction. Donc, on se souvient que le I correspond au courant conventionnel. Donc, si le I avec une flèche vers la droite pointe par là, ça veut dire que le courant conventionnel va par là. Et donc, le plus est situé ici, le moins est situé ici. Donc, vous placez votre pouce qui va vers la droite. Vous refermez vos doigts autour du fil et ça vous donne une orientation du champ magnétique qui ressemble à ce qui est indiqué ici. Donc, l'énoncé 12 était vrai. L'énoncé 13, maintenant, même principe. Donc, on a toujours la flèche avec le I qui nous indique que le courant conventionnel va vers le haut. Donc, le plus est ici, le moins est ici. Donc, on place son pouce vers le haut et on replie ses doigts autour du fil et on se rend compte que le champ magnétique, il va dans ce sens-ci et non pas dans le sens indiqué sur l'image. Donc, ici, c'était faux.
Et finalement, question 14, le même principe, sauf que cette fois-là, ce qu'on vous donne comme indication, c'est pas le sens conventionnel du courant, mais bien le sens réel. Le petit E signifie électron, donc c'est le sens réel du courant. Si le sens réel du courant va vers le bas, ben le sens conventionnel va vers le haut, comme ça ici. Donc, on place son pouce vers le haut, on replie les doigts autour du fil et ça nous donne la bonne orientation telle qu'elle est illustrée sur le schéma. Donc, à la question 14, c'était vrai, comme ça ici. Et ça termine la correction du petit quiz que vous avez fait vendredi dernier.